précédente, on a vu ce que c'était que l'hypothèse pseudostatique. Ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait que la vitesse réduite au carré soit beaucoup plus grande que le nombre de déplacements. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est on va appliquer ça à un problème d'un prisme monté sur ressort, sujet à un écoulement. Et puis, contrairement à ce qu'on faisait dans l'hypothèse quasi-statique, dans l'hypothèse pseudostatique, on ne pourra plus négliger nos termes en Y-point de la vitesse de déplacement de notre objet. On va les prendre en compte. Donc, on va considérer le modèle du livre de Blevins, dont le formalisme est fait avec notre direction Y qui pointe vers le bas, avec alpha qui est dans le sens anti-horaire. Donc, notre objet est monté sur ressort avec un amortisseur, et comme on va considérer la vitesse de notre objet Y point, mais ça va faire en sorte que la vitesse de l'écoulement uniforme U, additionnée à la composante perpendiculaire de la vitesse de l'objet, vont faire en sorte que l'objet va subir ou sentir une vitesse relative qui va arriver avec un certain angle, un angle alpha. Et puis, ce qu'on va dire, c'est qu'on va définir la traînée comme étant dans le sens de la vitesse relative, puis la portance comme étant perpendiculaire au sens de la vitesse relative du vent. Voilà. Donc, première étape pour venir résoudre ce problème-là, ce qu'on va faire, c'est venir exprimer l'équation du mouvement de ce système-là. Donc, on a une masse M avec une accélération Y point. Dans ce cas-ci, on considère un amortisseur C, donc C, Y point, une rigidité K, Y. Et puis ici, ce qu'on s'intéresse, c'est au mouvement dans la direction Y. Alors, il va falloir prendre en compte les forces aérodynamiques de ce côté-ci de l'équation qui s'exercent dans la direction Y. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va définir un demi rho U carré D, la taille de notre objet c'est D, fois un coefficient d'effort CY. Donc, CY, c'est pas le nombre de Cauchy ici, c'est un coefficient d'effort dans la direction Y. Dans le même sens où on a un CL, un coefficient de portance dans la direction de la portance, puis un coefficient de traînée dans la direction de la traînée. Ici, on se définit un CY comme un coefficient d'effort aérodynamique dans la direction Y. Donc, tout ce qui est en lien avec l'oscillateur, ici, on est capable de le caractériser. Ces termes-là, on les connaît aussi. Donc, ce qu'il va falloir venir évaluer, c'est notre terme d'effort aérodynamique, CY. Avant de se lancer là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'implication de notre hypothèse pseudostatique. Donc, dans l'hypothèse quasi-statique, on vient carrément négliger la vitesse de l'objet. Donc, Y point, on la néglige, on dit que c'est pratiquement égal à 0. Ici, ce qu'on va venir dire, c'est que Y point, ça va être petit par rapport à U, mais ça ne sera pas négligeable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le triangle de vitesse ici. Donc, notre angle alpha, il va être donné par la tangente de alpha, ça va être donné par le opposé sur adjacent, Y point sur U. Donc, alpha, ça va être donné par l'arc tangent de opposé sur adjacent, donc Y point sur U. Ce qu'on va venir dire, en fait, c'est que Y point est quand même beaucoup plus petit que U. Et qu'est-ce qui va découler de ça? Mais c'est pas qu'on va négliger Y point comme dans l'hypothèse quasi-statique, mais c'est qu'on va pouvoir négliger les termes d'ordre supérieur. Donc, arc tangente de Y point sur U, ça, dans le fond, c'est que ça va être Y point sur U plus un terme d'ordre Y point sur U au carré. Et donc, tout ce qui va être d'ordre supérieur ici, on va le négliger. On va considérer que alpha
va être approximativement y point sur u. Voilà. Donc, notre force de portance ou notre force aérodynamique qui s'exerce ici, dans le fond, c'est que ça va être une composante des efforts FD puis FL ici. Donc, si on prend alpha qui tend vers 0, on a quelque chose de pratiquement horizontal. Hein? Donc, on va avoir la portance qui va être parfaitement verticale dans la direction opposée en Y. Donc, si on venait écrire CY, puis l'idée, c'est qu'on va vouloir venir écrire CY en fonction de U directement, alors que notre portance, elle est écrite en fonction de U relatif au carré, puis la traînée, même chose. Donc, nous, on veut l'écrire en fonction de U au carré. Donc, CY, ça va être U relatif au carré sur U au carré. Et puis, on va avoir la portance fois cosine alpha, mais avec un moins parce qu'elle est dans le sens opposé de Y. Donc, on va avoir moins CL cos alpha. Et puis, notre traînée, elle va être négative aussi, mais elle va être proportionnelle à sinus alpha. Hein. Si alpha est nul, la traînée donnera aucun effort en Y. Puis, dès qu'alpha va être non nul, la traînée va être dans la direction négative à Y. Donc, moins CD sinus alpha. Donc, notre CY, on l'a exprimé en fonction de CL et puis CD, et puis de notre vitesse relative, et puis la vitesse de l'écoulement. Donc, c'est pas super joli. On n'en tire pas grand-chose de tout ça. Donc, ce qu'on va venir faire, en fait, c'est que comme on considère que Y point est beaucoup plus petit que U, et donc que alpha est un petit angle, dans le fond, pour que cette relation-là, alpha à peu près égale à Y point sur U soit vraie, il faut que alpha soit petit. C'est qu'on va pouvoir réexprimer ça à l'aide d'une expansion de Taylor. On va faire une expansion de Taylor. Ce qu'on va dire, c'est que CY, notre coefficient d'effort en Y, ça va être égal à la valeur de CY évaluée à alpha qui vaut 0, plus la dérivée de CY par rapport à alpha, évaluée à alpha qui vaut 0, multiplié par alpha, plus un terme d'ordre plus élevé de alpha au carré. Donc, nous, on va considérer uniquement cette partie-là ici. Voilà. Donc, il va falloir qu'on fasse la dérivée. Il va falloir qu'on vienne évaluer ça ici à alpha qui vaut 0. Et puis, il va falloir qu'on vienne évaluer la dérivée de ça aussi à alpha qui vaut 0. Voilà. Donc, première chose, pour pouvoir faire la dérivée de ça par rapport à alpha, il va falloir venir évaluer ça ici par rapport à alpha, U sur URL. Et U sur URL, on l'a ici dans notre trigonométrie. Hein. Donc, si on prend URL au carré, donc on va U relatif au carré, ça va être égal à U au carré plus Y point au carré, juste par Pythagore. Hein. Et donc, le rapport U relatif au carré sur U au carré, ça va être égal à 1 plus Y point au carré sur U au carré. Et puis, si on fait la dérivée de ça ici, d alpha de U
U relatif au carré sur U au carré. Mais ça va nous donner 0 plus Y point sur U. Y point sur U, on a dit que c'était alpha. Donc ça, c'est alpha au carré. Donc la dérivée, donc ça ici, c'est 1 plus alpha au carré. Donc la dérivée de ça par rapport à alpha, ben, ça va être 2 alpha. Good. Donc, avec ça, on va être capable de dériver ce premier terme-là. Puis le reste, ben, CL, CD, ça, c'est pas des fonctions. Ça, on peut les dériver par rapport à alpha. Puis cos alpha, sin alpha, ben ça, on sait le dériver par rapport à alpha. Voilà. Donc, reprenons ça. Revenons à notre CY ici. Donc, on va prendre le DCY D alpha. Donc, il faut dériver ce truc-là par rapport à alpha. On l'a déjà fait, c'est 2 alpha. Donc, on va avoir 2 alpha fois moins CL cos alpha moins CD sin alpha. Et puis après ça, ben, il faut venir dériver à l'intérieur. Donc, plus URL au carré sur U au carré. URL au carré sur U au carré, on a dit que c'était 1 plus alpha au carré, donc on peut le mettre comme ça aussi. Donc, plus 1 plus alpha au carré fois la dérivée de l'intérieur. Donc, on va avoir moins DCL D alpha fois cos alpha. Puis la dérivée de cos, ça devient moins sin, donc moins, ça fait plus CL sin alpha. Puis on va avoir moins DCD D alpha sin alpha. Puis la dérivée de sin, c'est cos, donc moins CD cos alpha. OK, donc on a évalué, on a une expression pour DCY D alpha. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir évaluer CY dans notre expansion de Taylor en venant évaluer CY à alpha qui vaut 0 et puis en évaluant DCY D alpha à alpha qui vaut 0. Donc, ce qu'on va venir dire, c'est que à alpha qui vaut 0, à alpha qui vaut 0, CY, si on vient évaluer ça à alpha, ben, U relative au carré sur U au carré, ben, c'est 1 plus alpha au carré. Donc, CY, on va enlever ça ici pour se faire un peu d'espace. Ce qu'on va venir dire, c'est que CY évalué à alpha qui vaut 0, ça va être 1 plus alpha, donc ça devient 1. Puis après ça, on va avoir moins CL évalué à alpha qui vaut 0. Cos alpha, ça fait 1. Puis sin alpha, ça fait 0. Donc, on va avoir moins CL évalué à alpha qui vaut 0. Tandis que à alpha qui vaut 0, on va avoir DCY D alpha évalué à alpha qui vaut 0. Ça va être quoi? On va avoir 2 fois 0, donc tout ce terme-là, on n'en a pas besoin. Puis après ça, on va avoir 1 plus 0, donc 1 fois l'intérieur ici. Donc sinus de 0, ça disparaît. Cosinus de 0, ça devient 1. Cosinus de 0, ça devient 1. Donc on va avoir moins DCL D alpha moins plus CD
et tout ça évalué à alpha qui vaut 0. Donc, on va avoir moins en évidence fois DCL d alpha plus CD évalué à alpha qui vaut 0. Donc, on a évalué CY à alpha qui vaut 0. On a évalué DCY d alpha à alpha qui vaut 0. Donc, on va prendre tout ça ici, puis on va venir le remettre dans notre expansion de Taylor. Et ainsi, on va trouver que CY, ça va être moins CL à alpha qui vaut 0. Moins CL à alpha qui vaut 0, plus ça ici, donc plus moins DCL d alpha plus CD évalué à alpha qui vaut 0 fois alpha. Donc ça nous donne notre coefficient CY. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça, puis on va venir le ramener dans notre équation d'oscillateur. C'était ça qu'on essayait de faire au début. On avait l'équation de notre oscillateur, puis on voulait venir exprimer notre coefficient CY, notre coefficient d'effort, en fonction de CL puis de CD, qui étaient les paramètres sur notre objet rigide. Donc, on semble y parvenir. Hein. On a réussi à exprimer CY en fonction de CL, de DCL d alpha, puis de CD, et puis de alpha comme ça ici. Voilà. Donc, on va se retrouver avec MY point plus CY point plus K fois Y. Puis ça va être égal à 1 demi rho U carré D. Et puis tout ça va être moins CL évalué à alpha qui vaut 0, moins DCL d alpha plus CD évalué à alpha qui vaut 0 fois alpha. Et donc, tout ça ici, ce qu'on va voir en fait, c'est que on a une constante. Hein? CL évalué à alpha égale 0, ça c'est une constante. Et puis ici, on a des termes qui sont multipliés par alpha. Puis alpha, ce qu'on avait dit, c'était que alpha, c'était Y point sur U, hein, depuis notre triangle de vitesse au tout début. Donc, on va venir remplacer notre alpha ici par Y point sur U. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a un terme constant ici, puis après ça, on a un terme en Y point. Donc, un terme en Y point à droite de l'équation, donc on va l'envoyer à gauche avec les autres. Et puis, en faisant ça, on va avoir M Y point plus, et là, on a C fois Y point, puis là, on va avoir ça ici. Donc, on va se retrouver avec 1, pas 1, pardon, C. On va avoir C, puis ça ici qui est multiplié par Y point sur U, il y a un moins. Lorsqu'on va l'envoyer de l'autre bord, ça va devenir positif. Donc, plus 1 demi rho U2D DCL D alpha plus CD. Tout ça évalué à alpha qui vaut 0. Toute cette parenthèse-là, et donc ça c'est Y point sur U. Donc notre U carré, on va le diviser par U. Donc ça devient juste U ici. Et ça va être fois Y point plus KY. Et puis ça va être égal à ce truc-là ici. Donc à moins une demi rho U carré D CL à alpha qui est égal à 0.
Donc, je pense qu'on est arrivé où on voulait. On a exprimé notre équation du mouvement en fonction de y point, y point, point, puis d'un effort aérodynamique à droite. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'à droite, ça, c'est une force externe. Bon, c'est un peu plate, hein? On a une force externe constante. Donc, la solution de cette partie-là de l'équation, ben, c'est tout simplement un terme statique. Donc, on peut prendre des termes dérivés puis les enlever, puis juste diviser ça par k, puis ça va nous donner un y qui est égal à ça divisé par k. Donc, c'est juste un déplacement statique. Force constante. Donc ça, c'est pas super intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça ici. Ça, c'est quoi? C'est l'amortissement effectif. Parce que dans notre terme de vibration, ce qui est multiplié par y point, c'est l'amortissement. Donc, si on n'a pas d'écoulement, si U est égal à 0, ben notre amortissement, c'est C. Par contre, dès que U va être non nul, on va avoir un terme d'amortissement supplémentaire. Okay? Donc, ce qu'on a vu dans le passé, hein, la solution à cette équation-là, c'est une exponentielle. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que lorsque l'amortissement est positif, lorsque ce qu'il y a ici, c'est positif, ben, on va avoir quelque chose qui va être amorti. Donc, si on a une perturbation, ben, elle va décroître et tendre vers 0 alors que le temps va augmenter. Par contre, si notre amortissement est négatif, ça veut dire que si on a une perturbation, elle va avoir tendance à croître dans le temps. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ce terme-là va être positif ou négatif? Donc, on peut le regarder terme par terme. Donc, notre terme C, c'est l'amortissement structural. Ça, c'est toujours positif. Donc, C, c'est toujours positif. Après ça, on a 1 demi rho U D multiplié par CD. Donc, le coefficient de traînée. Le coefficient de traînée, ça, c'est toujours positif aussi. Hein? On ne peut pas avoir de la traînée négative, ce qui nous donnerait de la poussée. Donc, CD est toujours positif aussi. Par contre, DCL, D alpha, ça, on ne sait pas. DCL, D alpha, est-ce que ça peut être positif ou négatif? Sûrement. Donc, ça doit être positif dans certains cas, puis négatif dans d'autres. Et donc, ça va être lui qui va être problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si on prend un système qui n'a pas d'amortissement, qu'on considère juste son aérodynamisme, mais c'est qu'on va avoir cette parenthèse carrée-là ici. Et c'est que si cette parenthèse carrée-là devient négative, donc si DCL, D alpha devient plus négatif que CD positif, c'est que là, potentiellement, on va avoir un mécanisme d'instabilité. Hein? Et ça va être le mécanisme d'instabilité du galop, ce qui nous conduit au critère de Den-Hartog, qui est que DCL, D alpha plus CD doit être plus petit que 0 pour qu'il y ait instabilité. On a vu que le critère de Den-Hartog nous permettait de savoir si une section allait être prône ou pas au phénomène d'instabilité qu'est le galop. Et en regardant notre critère de Den-Hartog ici, ce qu'on voit, c'est que apparaît dedans la dérivée du coefficient de portance ainsi que le coefficient de traînée. Donc, ce sont deux paramètres aérodynamiques qui sont propres à une section et qui peuvent être évalués sur une section stationnaire dans une soufflerie, un canal hydraulique ou dans une simulation. Donc, on n'a pas besoin d'un montage expérimental qui vibre pour mesurer ces quantités-là. On a juste besoin de savoir la forme aérodynamique de cet objet-là et on est capable de venir évaluer son critère de Den-Hartog. Donc, il existe des tableaux qui vont lister, dans le fond, le critère de Den-Hartog pour différentes sections. Donc ici, ce qui est listé, c'est le DCY D alpha qui est défini comme le moins DCL D alpha moins CD. Donc lorsque cette quantité-là ici, elle est positive, ça veut dire qu'on peut avoir du galop. Donc ce qu'on va voir, c'est que
pour une section carrée, par exemple, on va avoir un coefficient, une dérivée du coefficient qui est toujours positive. Et donc là, on va avoir quelque chose qui est prône au galop. Par contre, on peut avoir d'autres sections comme une plaque plane ou un rectangle très allongé où lorsque l'écoulement est très lisse, très propre, on a un smooth flow, ben là, notre critère est négatif, donc c'est stable. Par contre, lorsqu'on a un écoulement qui est très turbulent, ben là, ça tend vers zéro, ça peut même devenir légèrement positif. Donc, si on repense au début de cette capsule, on avait le panneau de signalisation qui était frappé à 90 degrés par le vent. Le vent dans la couche, dans l'écoulement atmosphérique est souvent très turbulent. Donc, on se retrouve plutôt ici et puis on peut suspecter que le coefficient est devenu légèrement positif et c'est ça qui a rendu le panneau de signalisation instable. Surtout qu'il y avait très peu d'amortissement parce que c'est toute une structure en métal qui est très, très grande, donc avec aussi une très faible rigidité. Un autre phénomène lié au galop qui est souvent observé, c'est celui du galop des lignes électriques. Donc, les lignes électriques, typiquement, c'est circulaire. Donc, a priori, on pourrait penser aux vibrations induites par vortex. Cependant, lorsqu'on regarde la vidéo, on voit bien que l'amplitude de vibration elle est très, très grande. Et les vibrations induites par vortex, l'amplitude maximale qui va être observable, ça va être de l'ordre du diamètre de notre cylindre. Alors qu'ici, on est à bien plus qu'un diamètre. Et pourquoi est-ce que ça peut être sujet au galop? Ben, c'est que notre conducteur électrique, initialement, il est circulaire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il est sujet à un écoulement, même s'il y a une vitesse relative, la force qui va être générée par l'écoulement sur le cylindre, elle va toujours être dans le même sens que la vitesse relative. Donc, la composante de force va toujours être de sens opposé à la vitesse de déplacement de l'objet. Donc, ça va avoir tendance à stabiliser, à venir ralentir le mouvement. Par contre, lorsque tombe de la pluie verglaçante, la glace peut se former autour de notre conducteur électrique et puis ça va changer sa forme aérodynamique. Et dans ce cas-là, ben, ce qui peut arriver, c'est qu'on va obtenir une composante de force Fy qui va être dans le même sens que la vitesse du conducteur. Et donc, la force aérodynamique va générer un travail sur le conducteur à chaque cycle et va ainsi faire augmenter l'énergie cinétique du système mécanique. Et donc, ça peut causer des courts-circuits lorsqu'il va y avoir différents conducteurs électriques qui vont se toucher. Ça peut carrément faire tomber ou briser des conducteurs ou les poteaux qui les soutiennent. Et un phénomène qui est lié à celui du galop, c'est le flottement par crise de portance, ou le stall flutter, qu'on va dire en anglais. C'est quoi en fait? Mais c'est que comment est-ce que la portance est générée sur un aileron? Ben, c'est que plus l'aileron est à grand angle d'attaque, plus il va générer de portance. C'est ça qu'on a. On a la portance ici qui augmente avec l'angle d'attaque. Mais on a dit ici qu'on avait la crise de portance ou le décollement. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que l'écoulement va se décoller sur notre aileron lorsque l'angle d'attaque devient trop grand. Et puis, tout d'un coup, la traînée va grandement augmenter sur notre aileron, puis la portance va grandement diminuer aussi. Donc, lorsqu'on part de l'aileron qui n'a pas d'angle d'attaque, puis qu'on augmente l'angle d'attaque un peu, la portance augmente. Mais lorsqu'on va dépasser la crise de portance, ben là, en augmentant l'angle d'attaque, la portance diminue et on se retrouve avec un DCL D-alpha qui va être négatif. Et donc, c'est l'ingrédient de base pour rencontrer le critère de Denarton. Donc, le stall flutter, dont on entend parler des fois à propos des ailes d'avion, mais aussi des pales d'hélicoptère, on peut le voir en fait comme une variante du phénomène de galop.